et la rigueur, l'austérité budgétaire de l'autre côté. On se demande alors si la rigueur, notamment l'introduction d'une règle d'équilibre budgétaire par exemple, comme il a été le cas dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne, si la rigueur est une condition, si la croissance est une condition pour qu'on puisse appliquer une politique de rigueur, ou si, à l'inverse, la rigueur est une condition pour qu'on puisse avoir la croissance économique. Donc aujourd'hui, la notion de croissance est un peu tiraillée dans ces oppositions, cette dialectique, et évidemment les arbitrages entre les intérêts, les principes qui sont impliqués ne sont pas difficiles, ne sont pas simples à trancher. Et on est, je dis, de ce point de vue, je suis entièrement d'accord avec le diagnostic qu'ont tracé François Host et Antoine Bayeux. On est évidemment confronté à une crise du paradigme croissantien. L'époque dont j'ai l'intention de parler est, à l'évidence, complètement différente parce qu'elle se situe au plus haut du paradigme croissantien. Pour ce qui concerne le choix des cas, mon analyse se concentre fondamentalement sur deux pays, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie. Et évidemment, il y a aussi des raisons personnelles pour choisir l'Italie, mais plus spécifiquement, moi je ferai mention de ce que les deux pays ont été marqués par la reconstruction politique, institutionnelle et économique dans l'après-guerre, par une longue saison de croissance qui a été qualifiée de miracolo economico, et aussi important que ça, par la mise en place de cours constitutionnels, les deux premières en Europe continentale, si on met de côté l'Autriche, ce qui m'intéresse au moins pour deux raisons. La première est que l'existence d'un juge du droit constitutionnel, en quelque mesure, force les juristes de droit constitutionnel à modifier un peu leur argumentaire et à s'éloigner, disons, d'un paradigme plutôt de droit politique un peu plus proche des préoccupations, je dirais, justement du droit politique. La seconde raison est que les cours constitutionnels ont souvent à faire recours à des opérations de balancement ou à des contrôles de proportionnalité, donc à des opérations elles doivent utiliser des arguments où des intérêts en conflit ont à être balancés, évalués dans leur importance relative, et cela est évidemment important pour le sujet de la croissance, qui n'est pas évidemment une finalité en soi, mais entre dans un champ de tension avec d'autres concepts. Et il y a trois points qui m'intéressent dans le débat et les événements italiens et allemands des 30 Glorieuses. Le premier est un cas plutôt italien, donc la croissance comme étant un élément qui fait partie de la toile de fond dont le juge constitutionnel prend compte lorsqu'il a à prendre des décisions concernant les droits sociaux. Donc la croissance est quelque chose qui n'est pas proprement mis en avant explicitement, mais qui fait partie de la toile de fond dans laquelle le juge œuvre. La seconde le second est un cas qui vient de l'Allemagne, du débat de la doctrine allemande, et est la théorisation consciente de la croissance comme un concept relevant pour le droit constitutionnel, pour le juriste, etc. Le troisième est aussi un cas allemand et est un exemple un peu particulier d'application de ce paradigme de la croissance comme concept juridique à un cas très particulier, celui de la discussion sur l'état d'urgence. Donc, discussion avec laquelle, dont on est familier aujourd'hui et qui, aux années 50-60, avait été interprétée par certains dans une direction qui établissait une relation assez étroite entre état d'urgence et suspension ou interruption ou même peut-être fin de la croissance économique. Et finalement, avant de céder la parole à Christophe, je vais esquisser
très brève conclusion. Donc, premier cas, en cas italien, il a à voir avec l'introduction d'un contrôle de constitutionnalité de loi en Italie à partir de la fin des années 50. Donc, la République italienne a une constitution qui date de 1948 et qui prévoyait dès le début la mise en place d'une cour constitutionnelle. Puis, à cause de résistance transversale, la cour constitutionnelle n'a été mise en place qu'en 1956. Et avant que la cour constitutionnelle soit mise en place, c'est les juges ordinaires, donc les tribunaux, la Cour de cassation, le Conseil d'État, etc., qui étaient chargés du contrôle de constitutionnalité. Donc, il y a eu une première saison de contrôle de constitutionnalité réalisée par les juges des juridictions ordinaires, administratives, comptables, etc. Et là, il y avait un gros débat sur la valeur juridique ou non, préceptive, prescriptive ou non, attribuée aux dispositions de la Constitution de la République concernant les droits sociaux. C'est un catalogue assez riche, bien plus riche par exemple qu'en Allemagne, et dont les effets pratiques à l'époque n'étaient pas trop clairs. Et donc, il y avait une thèse qui était fort prestigieuse et qui avait été retenue par le juge des juridictions autres que la Cour constitutionnelle qui n'était pas encore en place, selon laquelle ces normes n'avaient que la valeur de programme pour le décideur, que le décideur politique était censé mettre en œuvre selon son appréciation, sans des délais particuliers. Cette thèse est un peu, disons, le résultat de la conception des normes constitutionnelles qui étaient prévalentes à l'époque en Italie. Disons, c'était l'orientation formaliste qui venait de la fin du XIXe siècle. Je ne cite que le nom de Vittorio Emanuele Orlando, qui était un élève de Santi Romano que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et donc, c'était une orientation formaliste assez caractérisée par une attitude de soupçon à l'égard des formulations trop larges, des formulations de principes, tel qu'il est le cas, évidemment, des normes constitutionnelles concernant les droits sociaux. Et c'est la thèse qui avait été retenue par les juges, donc des juges sélectionnés par concours, donc porteurs d'une mentalité, oserais-je dire, assez conservatrice. La doctrine récente a relevé que cette attitude prudente, cette attitude cette tendance à interpréter les dispositions constitutionnelles sur les droits sociaux en termes de programme politique est liée, plus ou moins directement, même au fait qu'à l'époque, la situation économique était encore incertaine, marquée par la stagnation plutôt que par le début du miracle économique. Donc, le changement successif, le fait que la Cour constitutionnelle, dès son premier arrêt en 1956, ait commencé, comme on dit en Italie, à prendre au sérieux ces dispositions très, très vagues, très génériques de la Constitution concernant les droits sociaux, coïncide aussi avec le début, les premiers signaux du miracle économique. Donc, il y a une relation, qu'on pourrait dire, d'implication mutuelle entre l'attitude généreuse de la Cour, donc la Cour constitutionnelle qui n'est pas composée que de magistrats de profession, mais aussi de professeurs, d'avocats qui peut-être ont un parcours proche des milieux politiques, donc une sensibilité qui est évidemment distincte par rapport à celle des juges judiciaires, des juges administratifs. Donc, il y a un changement de mentalité qui se réfléchit dans la Cour. Et il y a des circonstances de fait qui influencent d'une façon assez évidente la façon dont la Cour lit les dispositions constitutionnelles. L'instrument, disons la technique de jugement dont la Cour, à laquelle la Cour a fait recours dès la fin des années 50 et surtout aux années 60, est celle de décision qui relève l'existence d'une violation de la Constitution. Donc,
la Constitution est violée parce que tel ou tel groupe de sujets n'ont pas accès aux prestations relevant d'un certain droit. Et la Cour déclare que cette disposition est inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'attribue la possibilité d'avoir accès aux mêmes prestations à un autre groupe. Et évidemment, il s'agit de décisions qui sont immédiatement applicables et de décisions qui coûtent. Et ce sont des décisions qui caractérisent cette époque-là et pour lequel, disons, l'élément sous-jacent, l'hypothèse sous-jacente est celle d'un développement économique impétueux, potentiellement continu, sans grosse interruption. Et donc, la croissance est un élément implicite de ces décisions qui, évidemment, ont pour effet d'accroître le montant des dépenses publiques. Ces circonstances commencent à changer déjà au début des années 70. Et donc, on trouve des décisions, des arrêts de la Cour qui sont marqués par une certaine inquiétude. J'en cite deux dans mon texte. Et donc, la Cour se prononce sur certaines limitations dans le régime de protection de certains droits sociaux et elle assume l'existence d'une interruption de la croissance, mais affirme l'exigence d'un élargissement graduel de cette protection dès lors que la croissance sera reprise. Et disons, c'est un peu l'ordre d'idées qu'on peut retrouver, je dirais, dans un ouvrage comme L'âge des droits, l'état dei diritti, par Norberto Bobbio, où l'on a le sentiment d'un progrès économique des conditions de vie apparemment illimité et d'un élargissement graduel et potentiellement illimité des régimes de protection des droits fondamentaux et aussi des droits sociaux. Cette époque, évidemment, est révolue. Je ne m'intéresse pas aujourd'hui à ce qui est arrivé ensuite. Je me limite à signaler que les décisions qui coûtent aujourd'hui sont très impopulaires. Les décisions judiciaires qui coûtent aujourd'hui sont très impopulaires et que lorsqu'il s'agit d'élargir le nombre de bénéficiaires des prestations ayant à voir avec tel ou tel droit, la Cour constitutionnelle est toujours très soucieuse de mettre en avant les exigences de contenir le montant de la dépense publique. Donc, on voit là qu'il y a eu, je dirais, deux changements de paradigme. Le premier qui peut être situé vers la moitié des années 50 et l'autre qui date, je dirais, de la fin des années 70, qui montre comment la croissance, même si elle demeure un élément pas vraiment explicité dans les raisonnements des juges, constitue une toile de fond qui influence leur façon d'interpréter les mêmes normes. Le débat allemand le débat doctrinaire allemand de ces mêmes années a pour point de départ des caractéristiques un peu différentes. Donc, l'élément commun avec l'Italie est le miracle économique der Wirtschaftswunder et les interrogations concernant l'existence d'une constitution économique dans l'ordre juridique allemand. Donc, la question sur laquelle la doctrine allemande discutait à l'époque était si on pouvait tirer des principes constitutionnels concernant l'ordre économique du texte de la loi fondamentale de 1949. Question à laquelle la Cour constitutionnelle allemande a toujours répondu par la négative, même si on peut dire en même temps, et peut-être on pourra même un peu en discuter avec Christophe et les autres intéressés potentiels, on peut même dire qu'il est quand même possible de tirer d'une observation de l'ordre juridique allemand des conséquences concernant la prévalence d'une certaine
prévalence très forte d'une certaine orientation de politique économique, notamment de l'ordolibéralisme, plus ou moins mélangé à d'autres orientations. Mais ce qui m'intéresse le plus est qu'en 1965, à Würzburg, en Bavière, lors du colloque annuel de l'Association allemande des professeurs de droit public, Hans-Peter Ibsen, lors du débat, théorisa l'existence dans l'ordre juridique d'un mandat constitutionnel à pourvoir à la croissance économique, ein Verfassungsauftrag zur Wachstumsvorsorge. C'est quelque chose à laquelle Ibsen fait référence un peu entre la poire et le fromage, donc dans la discussion finale de ce colloque, et qui a suscité beaucoup de remises en cause successives, d'analyses successives. Hans-Peter Ibsen est une figure assez intéressante de l'histoire du droit public allemand, aussi bien de la première que de la seconde moitié du XXe siècle, donc quelqu'un qui a été impliqué assez de près dans les vicissitudes de la décennie national-socialiste, puis qui a écrit des contributions intéressantes sur le droit public de la reconstruction, déjà en 1949, et qui finalement a été l'un des premiers à s'interroger sur les implications dans l'ordre juridique interne de l'intégration européenne qui commençait justement à cette époque-là. Et c'est justement à partir des caractères de ce que l'intégration européenne signifiait, du nouveau type d'action publique qui commençait à se développer à cause de l'intégration européenne, que Ibsen, en 1965, était amené à théoriser l'existence de cette obligation constitutionnelle de pourvoir à la croissance. Il faisait référence, pour justifier son propos, par exemple, à l'émergence d'un droit administratif de type nouveau dont le développement était encouragé par les communautés européennes. Et on peut faire référence ici aux administrations de mission qui étaient un peu au cœur du projet de Jean Monnet, même s'ils ont eu peu ou aucun succès finalement, mais qui constituait une véritable innovation lorsque Jean Monnet avait présenté son dessin pour le développement des communautés, et plus en général à la logique qui est sous-jacente au droit administratif européen, qui est celle d'une implémentation, disons, d'une distinction entre les objectifs et une implémentation très fortement décentralisée. Donc tout cela était quelque chose de très innovatif à l'époque, remettait en cause la distinction entre les tâches respectives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif au niveau national. Elle annonçait évidemment un agrandissement, une augmentation des tâches du pouvoir exécutif. Et c'est donc à partir de ces coordonnées que Ibsen signalait la nécessité que l'État fasse en sorte, par tous ses moyens, donc mit allen seinen Mitteln, fasse en sorte que l'État assure la croissance économique et que son action s'accomplisse avec une efficacité suffisante. Donc, ça, c'est un peu le noyau dur de cette idée de l'obligation constitutionnelle de pourvoir à la croissance. Ibsen lui-même y est revenu successivement. En 1966, par exemple, il a utilisé une autre formulation, donc il a parlé d'une responsabilité étatique pour l'ordre social et économique, y compris pour qu'on pourvoie à la croissance. Et une analyse successive par Gerhard Nikolaisen observait que la croissance est un phénomène qui, au fil des dernières décennies, est devenu un élément incontournable, évident, d'un développement économique dynamique, auquel est forcément liée l'idée d'une tendance générale à la prospérité
et même à l'amélioration de la situation économique globale. Donc, il y a l'observation des faits, donc un rythme de croissance, un rythme très soutenu de croissance économique, et il y a cette tentative d'en tirer des conséquences sur le plan de l'ordre juridique. La première conséquence en termes de droit positif que ces auteurs, notamment Ibsen, en ont tiré a à voir avec la répartition des pouvoirs entre le gouvernement, l'administration et le législateur. Certains auteurs successifs ont plutôt considéré la croissance du point de vue des garanties de l'État social. L'État social est mentionné dans la loi fondamentale allemande à l'article 20 comme l'un des caractères fondants de l'ordre juridique allemand, donc un État démocratique et social de droit. Et parmi les garanties du respect de l'agrandissement de l'État social, il y a évidemment la croissance. Celle-ci est une interprétation qu'on doit surtout à un auteur successif, Peter Badura, selon lequel la croissance est la pièce maîtresse, der Hauptartikel de l'État social. Donc, il voit la croissance comme le point de départ, la pierre angulaire, je dirais, parmi les garanties de l'État social. Jusqu'à présent, mon exposé a été un peu triomphaliste peut-être, donc il y a ces juristes qui prennent en compte la nouvelle donne qui est le produit de la croissance économique et on tire des conséquences même un peu ambitieuses pour un observateur contemporain. Il faut dire que ces mêmes juristes n'étaient pas étrangers à un fort réalisme, parce que déjà dans la première moitié des années 60, on a assisté à un ralentissement du miracle économique, ralentissement qui a eu pour effet d'affaiblir, du moins temporairement, l'hégémonie de la pensée ordolibérale qui était portée à l'époque notamment par le ministre des Finances puis chancelier fédéral Ludwig Erhard. Et c'est donc à partir des inquiétudes liées à ce ralentissement que le décideur public commença à penser, à envisager des contre-mesures qui sont intéressantes parce qu'elles anticipent des innovations qui ont été approuvées, introduites dans l'ordre juridique supranational 30 ou même 45 ans plus tard. La première, en 1963, est la mise en place d'un conseil des experts économiques, donc des experts indépendants, censés interpréter les données économiques à la lumière d'un impératif de croissance économique et de mettre en garde, le cas échéant, le décideur politique, ce qui évidemment anticipe les conseils fiscaux qui ont été mis en place un peu partout en Europe à partir de 2011-2012. La seconde est la révision constitutionnelle promue par la première grande coalition entre 1966 et 1969, qui a introduit l'objectif de la croissance dans la loi fondamentale, l'article 109, et qui est doublé d'une loi ordinaire, la loi de stabilité, qui évoque ainsi nommé carré magique, dont font partie la stabilité des prix, un niveau contenu modéré de chômage, une balance commerciale en équilibre et une croissance constante et suffisante de l'économie, donc des objectifs que les pouvoirs publics ont à réaliser et dans lesquels on reconnaîtra aisément comme une anticipation de la formulation du traité de Maastricht en 1992. Évidemment, avec des différences d'envergure, parce que le rôle de la Banque centrale européenne dans l'Union économique et monétaire n'est pas le même de la Banque centrale dans l'ordre juridique, n'était pas le même de la Banque centrale allemande dans l'ordre juridique national de la fin des années 60. Donc, je dis cela pour dire qu'il y a un gros investissement du législateur, même du législateur constitutionnel, pour affirmer ces principes, mais la possibilité de sanctionner une éventuelle violation n'était pas si évidente parce que la responsabilité
des décideurs politiques occupaient évidemment les premiers rangs. Il y avait même eu un débat sur la possibilité que des individus portent plainte devant le juge, peut-être même devant la Cour constitutionnelle allemande, pour violation de cette obligation de pourvoir à la croissance, mais là, il s'agit d'une nuance terminologique. On avait dit, bon, il s'agit d'une obligation qu'on t'a assumée, on t'a à remplir, les pouvoirs publics. Il ne s'agit pas d'un droit fondamental. Donc, on ne peut pas envisager en particulier qui porte plainte devant la Cour constitutionnelle en mettant en avant une violation de cette obligation de pourvoir à la croissance. Donc, c'est un débat où l'on constate une grosse attention aux évolutions de l'époque et en même temps un certain réalisme. Donc la tentative de réagir en avance à des situations possibles de crise. Le tiers jalon, que je considère, est l'application de la façon dont un argument spécifique a été pris en compte à la lumière de cet état d'esprit, plus ou moins dans la même période. On est dans la seconde moitié des années 50, et c'est le débat sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Donc il s'agit là d'un sujet assez classique en droit public, mais qui, pour, disons, la doctrine traditionnellement avait à voir avec l'état de siège ou l'insurrection interne, ou en général des menaces pour la sécurité de l'État, et qui, aux années 50, a été relu à la lumière de la crainte que la croissance ne prenne fin. Et donc, aux années 50, juste après la fin de l'occupation franco-américaine en Allemagne, on commence à discuter d'une possible constitutionnalisation de l'état d'urgence. On se dit, le moment le plus favorable pour une telle opération est justement le moment où le développement économique, le progrès économique est à son sommet, parce qu'on peut prendre des décisions, on peut prendre maintenant des décisions pour les temps difficiles qui, demain, pourront voir. Et il est intéressant de considérer les réactions à cette discussion de deux juristes qui étaient eux aussi un peu à l'écart par rapport, disons, à la sphère des décideurs publics, donc Ernst Forsthoff, donc un théoricien surtout de l'état social, de l'état industriel, et son directeur de thèse des années 30, donc Carl Schmitt, donc quelqu'un qui, pour son implication dans le régime nazi, vivait un peu à l'écart par rapport, vivait évidemment un peu à l'écart par rapport aux décideurs politiques de l'époque. Donc Forsthoff affirme que la notion d'état d'urgence doit être repensée parce que la République fédérale d'Allemagne, de par sa constitution, est un État social et que la croissance économique est le volet qui assure que les promesses normatives de l'État social soient remplies. Tout cela change les conditions de légitimité politique de l'État, et l'interruption de la croissance est justement ce qui peut mettre en crise la légitimité politique de cet État de type nouveau. Je cite, dès lors, l'état d'exception se présente dès lors que l'augmentation de la prospérité s'interrompt et le système redistributif ne fonctionne plus à cause de la diminution du produit antérieur. Une telle éventualité affecterait les fonctions de l'État dans toutes leurs ramifications. Et donc, la crise existentielle est relue en termes de crise de la croissance, de crise de la prospérité. Ce qui, évidemment, est un changement de paradigme par rapport aux interprétations traditionnelles de ce qu'est l'état d'urgence, et même il y a là une grande différence aussi par rapport à ce qu'est aujourd'hui le débat sur l'état d'urgence, que nous avons plutôt tendance à relier à d'autres types de menaces existentielles. Et la note de Schmitt de 1959 que je cite a des contenus à peu près
pareil, à peu près identique. Ce que je tiens à souligner, plutôt que le réalisme n'est pas absent même dans ce débat, et Forsthoff de dire que la stabilité relative des années 50 n'est qu'une chimère technologique produite par le miracle économique. Donc il y a là une attitude critique à l'égard de ce qui était en train de se produire. Je conclus assez rapidement en signalant certains éléments. Donc, le moment de la croissance a été un élément déstabilisant en termes positifs ou négatifs, cela évidemment relève du jugement individuel, donc a été un élément déstabilisant pour le juriste de droit public en termes de conseil de référence, en termes d'interprétation des cadres normatifs, en termes de relecture de notions qui étaient déjà là, qui étaient assez bien établies, grâce même à une tradition prestigieuse d'études. Donc, c'est un élément qui change la donne. Le juriste peut en être plus ou moins conscient, donc on part d'un niveau minimal de conscience de ce qu'est la croissance économique dans les arrêts que j'ai mentionnés de la Cour constitutionnelle italienne, où la croissance économique est plutôt un élément qui occupe le tableau qu'un conseil qui est vraiment thématisé. On a une plus grande conscience de ce qu'elle représente et de ses implications dans le débat allemand. Je dirais même pour une certaine tendance outre-Rhin, à conceptualiser, donc à penser par conseil, donc à réaliser un système conceptuel, à bâtir un système conceptuel en soi complet. Donc il y a là même une attitude allemande qu'on ne retrouve pas en Italie. Les juristes sont donc assez réceptifs à l'égard de ce qui se passe autour d'eux. Donc je dirais qu'il y a une interaction féconde entre le droit et ce qui se passe autour du droit. Dans une certaine mesure, cela confirme la nature un peu d'institution seconde du droit lui-même. Et par contre, il faut dire que les juristes font preuve d'un certain réalisme. Donc, ils s'interrogent sur la possibilité que la croissance s'interrompe, que la croissance prenne fin, ce qu'on peut faire pour retarder cet événement ou même pour renverser une tendance qui serait défavorable. Donc, la croissance autre particularité, la croissance n'est jamais une fin en soi. Donc, est quelque chose qui entre déstabiliser des équilibres, bousculer des notions, mais elle n'est jamais quelque chose qui est pris en compte de façon isolée. Elle est prise en compte avec d'autres intérêts, d'autres objectifs, tels que la protection des droits sociaux ou même l'équilibre économique général, qui est mentionné, qui était encore mentionné dans la loi fondamentale allemande. Donc il y a une tentative de incorporer la croissance dans l'ordre juridique et de le poser au service d'autres intérêts, d'autres objectifs. Évidemment, ce dont j'ai parlé est assez distant de notre sensibilité actuelle, et évidemment, l'idée que l'État aurait parmi ses tâches celle de pourvoir la croissance postule l'intervention économique de l'État à un niveau plus ou moins élevé. Donc le débat allemand est marqué aux années 60 par une sorte de combinaison de ordolibéralisme et keynésisme. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que la relance de la croissance passerait par un retrait du rôle de l'action de la puissance publique. Donc on est dans une constellation idéale évidemment opposée, et tout cela permet justement de souligner l'attitude réceptive, même créative, mais quand même réaliste des juristes de cette époque. Merci.
beaucoup Giacomo pour cet exposé très riche qui fait le lien entre croissance et droits sociaux, mais aussi qui pose la question du lien entre croissance et démocratie, montée en pouvoir de l'exécutif et de l'administration. Mais voilà, on va laisser toute cette question pour la suite et directement donner la parole à Christophe pour son intervention. Merci. Merci Antoine. Donc en guise d'introduction, je voudrais d'abord remercier Antoine et Giacomo de m'avoir permis de tenir ce rôle de discutant. Ça a été surtout pour moi l'occasion de découvrir tout un pan d'histoire que je ne connaissais pas, puisque comme l'a dit Antoine, je suis assez familier de certains débats allemands, mais pour moi, par contre, la pensée constitutionnelle italienne était terra incognita, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris autant de plaisir à te lire et d'intérêt à t'écouter aujourd'hui. Donc je dois confesser effectivement mon ignorance et mon incompétence au moins partielle sur cet exposé, mais je dois dire que j'ai trouvé un intérêt certain à la lecture du papier qui était proposé par Giacomo en tant que politologue, et plus précisément en tant que politologue intéressé à l'étude des processus sociaux et historiques qui sous-tendent le droit. Donc en suivant la tradition établie de ce séminaire que je ne pense pas trahir, c'est de ce point de vue disciplinaire que je vais faire cette discussion et discuter ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc le premier point que je voudrais aborder porte sur les termes de la comparaison que tu proposes entre l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest. Donc cette comparaison est informée par les points communs que partagent ces deux contextes. Donc d'un côté, tu l'as dit, un miracolo economico, un Wirtschaftswunder de l'autre. Et puis, surtout, autre point commun, d'être des contextes post-autoritaires, voire post-totalitaires, et donc qui, de ce fait, partagent un certain nombre de caractéristiques. Donc la variable indépendante, ici, pour parler comme certains politologues parlent, pas tous, celle qu'on ne cherche pas à expliquer, mais qui explique au contraire les similitudes, serait ainsi cette expérience partagée du totalitarisme. Mais donc ici, j'aimerais peut-être apporter une précision, que tu apportes une précision, parce que cette variable me semble jouer doublement. Donc d'une part, comme tu l'exposes fort justement, du point de vue de l'histoire des idées ou de l'histoire du droit, cette expérience donne lieu à une réaction qui peut être décrite comme un apprentissage collectif, où finalement on cherche à tirer les leçons du passé, à empêcher le retour de l'autoritarisme, et cet apprentissage débouche sur la mise en place d'une cour constitutionnelle, sur la constitutionnalisation des droits fondamentaux, autres éléments, ou encore sur une série de techniques de contrôle de l'exécutif, donc qui forment donc ces trois éléments très généraux, ce que Peter Lynseth a appelé le post-war constitutional settlement, donc quelque chose qui serait propre finalement à un développement du droit public européen, plutôt qu'à l'expérience limitée de l'Allemagne et de l'Italie, même si elle prendrait des formes particulièrement prononcées dans ces deux contextes-là. Donc ça, c'est le premier aspect dans lequel cette variable me semble jouer, et là-dessus, tu l'as très bien présenté. Mais d'autre part, et cette fois, je suis un peu plus resté sur ma faim, c'est d'un point de vue plus prosaïquement sociologique que cette expérience implique des ruptures, ou au contraire des continuités, de part et d'autre de la rupture de 1945 entre les élites juridiques. Donc il me semble que, par exemple, c'est un facteur déterminant pour comprendre et pour saisir le débat allemand que tu présentes, que finalement la façon dont un Ibsen ou un Forsthoff investissent le droit administratif ou la question de l'état dans la société industrielle pour Forsthoff est aussi finalement un moyen d'établir une solution de continuité, donc sous la forme d'un droit dépolitisé, avec leur œuvre passée, donc avec l'œuvre qu'ils ont poursuivie notamment sous le régime national-socialiste. Donc autrement dit, pour le dire vraiment simplement, il me semble que c'est pas tout à fait par hasard que tous les juristes que tu cites quand tu fais référence à des débats allemands sont précisément d'anciens national-socialistes, et tous les juristes de cette époque n'étaient pas d'anciens national-socialistes, donc voilà. Donc je pense qu'il y a en fait ici quelque chose de la mise en application d'un fameux dicton allemand, que je cite en allemand, qui est Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht, c'est-à-dire le droit constitutionnel change, mais le droit administratif reste. Et donc quand on est du côté du droit administratif, effectivement, ça veut dire qu'on reste dans la continuité, qu'on peut, par-delà les changements de régime, maintenir une certaine position. Donc je pense que ces facteurs sociologiques peuvent être assez facilement mis en évidence du côté allemand. Donc il y a notamment le lien, par exemple, avec la haute école d'administration de Speyer, où la plupart de ces juristes sont passés à un moment donné quand les portes de la vraie université leur étaient fermées. Donc là, tu cites beaucoup plus volontiers les auteurs du côté allemand, mais effectivement, je me demande qu'en est-il de l'Italie, puisque du côté de l'Italie, tu cites la Cour constitutionnelle, mais rarement des individus, donc il manque un petit peu d'indications pour le lecteur. Donc ce sera donc ma première question, question presque de curiosité, en fait, qu'en est-il du côté italien ?
Et puis, y a-t-il des différences? Et si oui, as-tu déjà des intuitions ou des hypothèses qui permettraient de rendre compte de ces différences? Donc, cela m'amène à mon deuxième point, qui porte sur la comparaison, toujours. En effet, il me semble que si comparaison il y a dans ton projet, c'est donc une comparaison, comme tu le précises, sur 2 cas qui présentent le maximum de similitudes. Et donc une telle comparaison aurait pour objectif, finalement en négatif, de mettre en évidence, non pas ce qui les rapproche, puisque ça, on le sait finalement, mais ce qui les différencie. Donc j'aimerais peut-être te pousser à préciser ici ton research design, pour employer un autre gros mot de politologue. Et donc ma deuxième question serait la suivante. Finalement, qu'entends-tu montrer par cette comparaison? Qu'est-ce qu'elle doit te permettre de montrer? Et peut-être que pour orienter ta réponse, mais c'est une suggestion que tu peux prendre ou pas, tu pourrais développer brièvement ton positionnement par rapport à une littérature en droit comparé sur les contextes post-autoritaires, par exemple, qui souvent emploie la comparaison comme moyen de tester ses hypothèses, à travers une comparaison avec, par exemple, des contextes non post-autoritaires ou des contextes extra-européens, où on pourrait penser dans ton cas, par exemple, qu'il ne serait pas absurde de prendre un cas où la croissance a été moins forte, où il n'y a pas eu de Wirtschaftswunder, de façon à contrôler un petit peu, justement, cette comparaison. Donc j'en arrive maintenant à mon point suivant, qui lui porte plus directement sur ta thèse et sur la méthode, plus précisément sur les médiations que tu utilises pour mettre en évidence le référentiel de la croissance. Donc je pense que le fait d'utiliser ces médiations, comme tu le montres dans ton exposé, fait tout l'intérêt du projet. Je trouve que ça le rend presque foucaldien, donc que c'est vraiment une méthode que Michel Foucault n'aurait pas reniée. Donc tu le dis toi-même, tu avances par des questions latérales vers une généalogie de la croissance, avant même que la croissance soit théorisée, encore moins perçue comme problème. Donc c'est donc une méthode qui exige qu'on ne se dirige pas en ligne droite vers un but, qu'on accepte de changer de but en cours de route. Et donc il y a tout un travail de repérage et même une certaine utilisation de la ruse pour mettre en évidence ce paradigme que je trouve tout à fait intéressant et tout à fait bien fait dans son travail. Donc pour revenir un petit peu à tes conclusions, ou à tes premières conclusions, disons, parce qu'elles ne me semblent pas encore tout à fait définitives, dans le cas de la Cour constitutionnelle italienne, si je te comprends bien, c'est la question de l'état social et de la redistribution qui te permet de retracer une prise de conscience progressive du caractère limité des ressources. Donc il me semble que ici tu assimiles assez clairement, notamment à travers ta référence à Bobbio, expansion des droits sociaux et expansion économique, en mettant en avant que l'une ne va pas sans l'autre. Donc c'est sans doute une assimilation ici que je présente de manière très schématique, mais c'est pas celle-là qui me pose problème ici. Ce qui me pose davantage problème, c'est le pendant finalement historique de cette assimilation et la possibilité d'en faire une thèse générale d'histoire des idées, je dirais, qui ferait apparaître le corrélat suivant. Donc ici, je suis vraiment très caricatural sans doute. Donc le corrélat que les critiques, ceux qui veulent limiter l'état social ou du moins son ancrage constitutionnel, exemple Forsthoff, seraient du même coup les premiers à mettre en cause le paradigme croissentiel. Là, je pense que cette thèse est historiquement contredite par un certain nombre de prises de position au sein du débat allemand, puisque précisément les premiers qui proposent de penser la croissance de manière indépendante de la finalité de l'état social, ce sont précisément ceux qui cherchent à défendre l'état social d'un point de vue libéral, c'est important, donc du point de vue d'une séparation de l'état et de la société. Donc je pense ici à Ernst Wolfgang Böckenförde, que nous avons lu et que nous connaissons aussi tous les deux, dont on sait qu'il s'est, en tout cas sur la question de l'état social, nettement opposé à Schmitt et à Forsthoff, dont il est par ailleurs pourtant très proche intellectuellement. Donc pour résumer un petit peu la thèse de Böckenförde, ce qui justifie pour lui l'état social, le fait que l'état social soit inscrit dans la Grundgesetz, dans la loi fondamentale allemande, c'est qu'il crée les préconditions de la liberté individuelle et donc de la séparation de l'état et de la société. Donc l'état social finalement fait partie de ces conditions que, pour inverser son célèbre dictum, l'état lui-même peut et doit garantir. Au contraire, la croissance ne dépend pas des finalités intrinsèques à l'État, et à la limite, le plus grand danger serait que l'État soit en devoir de garantir ce qu'il ne peut garantir. Donc ici, je te résume un petit peu la thèse de Böckenförde, mais il me semble que vraiment c'est à partir de lui, et que sa position montre en tout cas que la relation entre opposition à l'État social et opposition à la croissance économique, pour le faire dire très vite et très schématiquement, n'est pas tout à fait univoque. Je fais une petite incise sur Ibsen, parce qu'il me semble que chez Ibsen, quand on parle de Wachstumsvorsorge, on parle encore d'un mandat limité, et pas d'un Fürsorge, donc pas forcément d'un mandat, il ne s'agirait pas pour moi d'un mandat à pourvoir à la croissance, mais plutôt à prévoir les conditions de la croissance.
Et ici, il me semble, donc peut-être que je m'avance un peu trop loin sur cette question, mais il me semble que le vocabulaire, et donc notamment la distinction un peu typiquement allemande, je m'excuse, entre Vorsorge et Fürsorge, donc on pourrait traduire par en gros prévoir et pourvoir, dénote ici une intention et une distinction, justement, et j'aimerais savoir ici si tu peux préciser et savoir ce que tu en penses. Donc, pour revenir à ce gros point, je reformule les questions, ne t'inquiète pas. Donc, est-ce que tu es d'accord avec la façon dont je reformule un petit peu la thèse sur